Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce webinaire. On va se laisser, une petite minute, 1 à 2 minutes pour faire venir un petit peu plus de monde, et je vais en profiter pendant cette petite, minute pour, présenter, qui nous sommes. Ce sera l'occasion comme ça de faire patienter. Voilà. Donc je me prénomme, Denis Uzan, je travaille pour la société Coprim. Donc Coprim, nous sommes une organisation, un cabinet de conseil plus exactement, pardon, d'une vingtaine de personnes. Heu, voilà, on dispose aujourd'hui, heu, de compétences sur le monde du PPM, donc la partie Project Portfolio Management. Et depuis le temps que l'on évolue dans cet univers, on a eu, l'occasion de croiser de nombreuses organisations, de nombreuses, manières de fonctionner, des contextes très différents, selon les secteurs d'activité, selon, la taille et la dimension de l'organisation, selon sa culture d'entreprise, et on s'est rendu compte, depuis plus de 15 ans maintenant, que le fait d'entrer, par la porte des outils PPM, impactait également, beaucoup d'autres notions, périphériques comme, justement les organisations, les process, les méthodologies, la culture, les rôles et responsabilités. Voilà, donc l'outillage en tant que tel est un pan d'un ensemble et aujourd'hui on intervient au sein de cet ensemble. Heu, pour, faire une transition donc avec le thème d'aujourd'hui, on s'intéresse justement, tout en restant dans le périmètre du PPM, à, la nouvelle technologie, alors qui devient de moins en moins nouvelle, mais en tout cas qui est émergente depuis quelques années et aujourd'hui vraiment, on se rend compte que ça devient concret. C'est justement ce thème de l'IA. Donc comment, est-il possible aujourd'hui d'intégrer l'IA dans cet univers PPM, notamment à travers les outils encore une fois, hein? Et justement, on est face à une équation assez complexe. C'est-à-dire que d'un côté, on a, l'opportunité technologique, hein, qui est permise par l'IA aujourd'hui et qu'on va essayer de rapprocher avec, l'usage ou les usages PPM, comme piloter les portefeuilles, piloter les projets, piloter les risques, entre autres, hein. Et une réalité d'un autre côté, hein, qui nous impose finalement de réaliser que, même si on a la technologie IA, la mauvaise hygiène des données, si je devais l'appeler comme ça, reste un frein. Ça fait partie des thèmes, mais voilà, on rencontre quelques freins qui font que même malgré la technologie, on n'arrive pas à atteindre forcément les objectifs fixés. Donc on va essayer de balayer, cette thématique pour voir justement dans quelle mesure l'IA est à la fois, peut être un levier, hein, théoriquement ça en est un et on verra qu'opérationnellement ça en est un aussi sur certains aspects et à quel endroit, on retrouve plutôt, l'IA sous forme de mythe. Alors pourquoi aujourd'hui, l'IA dans le PPM est un tournant? Premièrement, c'est, à la fois une opportunité, grandissante, des opportunités, grandissantes. On se rend compte qu'on a un volume de données aujourd'hui côté projet, côté PPM qui est, sans commune mesure avec ce qui existait précédemment. Donc ce serait bien, de pouvoir, avoir des gains sur, l'exploitation de ce volume de données. On a également besoin d'être réactif, donc un besoin critique, dans la prise de décision, dans la rapidité de prise de décision et évidemment, on souhaite dorénavant, exploiter davantage le pilotage prédictif. Pourquoi? Parce que plus on anticipe, et plus au moment où on se retrouve confronté à, des difficultés ou en tout cas, des points d'accroche, le prédictif va nous permettre, par anticipation, d'actionner les bons leviers pour lever, tous les points de blocage, identifiés, plus loin dans le temps. Donc on dispose d'un volume d'opportunités important. Là, j'en ai cité quelques-unes, mais il y en aurait beaucoup plus, hein. Et en face, on se retrouve avec, l'IA donc qui, à la fois peut être, une opportunité, mais aussi un risque. La première chose, ce serait de croire que l'IA va nous exonérer
de faire le tri en fait dans nos données, hein. Donc ça ne compensera jamais la mauvaise donnée. On le voit, hein, d'ailleurs dans les usages qu'on peut en faire à titre personnel, hein, quand vous utilisez l'IA. Les moteurs LLM existants s'appuient essentiellement sur le web. Et donc en fonction des données collectées sur le web et des algorithmes statistiques de ces modèles IA, dans certains cas, vous vous retrouverez avec des données erronées, hein. Donc on évalue à peu près à 80% de données fiables sur les restitutions IA génératives, et entre 10 et 20% de données soit incomplètes, soit erronées. Donc encore une fois, l'origine de l'information, l'origine de la donnée peut être un frein sur les exploitations faites de l'IA. On a un autre point qui, lui, n'a un petit peu rien à voir avec cette histoire de données, c'est aussi le comportement humain, la résistance humaine au changement. Et on verra que c'est un critère qui souvent est un peu mis de côté. Alors il y a la résistance humaine, c'est basique, hein, qui est de dire: «Moi je ne veux pas entendre parler de quelque chose d'artificiel», mais il y a d'autres formes de résistance humaine, relatifs aux résultats donnés par les restitutions IA. On abordera un sujet en particulier là-dessus, du PPM. Et puis, on a aussi cette notion, voilà, d'automatiser parfois des décisions absurdes qui peuvent être un risque, hein, donc le fameux gigot. Donc quand vous avez, en gros, hein, cheat in, cheat out, hein, ça c'est mon autre version, mais en gros, si je renseigne de la mauvaise information, je vais me retrouver avec, des restitutions erronées également, et donc une prise de décision qui peut avoir des conséquences non négligeables. Hem, de manière générale, l'IA n'est pas un remède à une mauvaise hygiène de données, hein, donc le fameux garbage in, garbage out. Heu et c'est là où parfois, on essaye de mettre la charrue avant les bœufs. On veut s'équiper, d'un moteur LLM, de fonctionnalités IA de type, Agent X, mais malheureusement, on se retrouve, avec des données qui sont erronées, et donc, résultat des courses, hein, une conclusion, de proposition de décision absurde. On a également, ce qu'on appelle ici le mur de la réalité, ben, une incomplétude des données. Donc là, c'est pas, une problématique liée à des données fausses, mais c'est à des données incomplètes ou hétérogènes, hein. Donc, soit des plannings qui, par exemple, sont devenus obsolètes, ou bien une complétude de feuille de temps qui se fait, de manière approximative. Résultat des courses, ben oui, on a de l'information, mais on n'a pas une information suffisamment, globale, et riche pour garantir que, les analyses, des IA, de l'IA, puissent apporter la valeur attendue. Et puis le dernier point, c'est un des prérequis, absolus, c'est qu'il va falloir, dans un premier temps, avant de brancher, les algorithmes, IA, nettoyer le plus possible, que ce soit, les pratiques, hein, donc on va travailler sur les processus, on va travailler sur la culture aussi, d'entreprise parfois, et les organisations, et nettoyer les systèmes d'information. Si on ne remplit pas ce prérequis, oui, on aura une fonctionnalité IA, mais avec des résultats, pas au rendez-vous, et c'est bien là le sujet, hein. L'objectif quand même, c'est d'exploiter l'IA pour apporter de la valeur. Alors, on me signale que j'ai pas activé ma caméra, effectivement, voilà. Alors, nous, on est parti sur une démarche pour essayer justement de démontrer dans quelle mesure il pouvait y avoir une dissonance entre, les perspectives qu'on pouvait se donner sur des cas d'usage PPM, par exemple, heu, où l'IA apporterait de la valeur, et une réalité opérationnelle. On s'est amusé à recenser une dizaine de cas d'usage que je balayerai avec vous, juste après. Alors là, c'est plus pour vous expliquer la démarche. Donc on a fait un recensement de 10 cas d'usage, et ensuite on a essayé d'évaluer ces cas d'usage en prenant en compte 3 critères. 3 critères, hein, parmi beaucoup d'autres d'ailleurs, donc on verra que, ça ne se suffit pas forcément, à eux-mêmes, hein, ces 3 critères-là, mais on va dire que ça donne déjà, une première vision, de comment on peut évaluer les apports liés à ces cas d'usage.
La première évaluation qu'on a faite, c'est ce qu'on appelle le potentiel. Grosso modo, la valeur business, la valeur métier, qu'on a identifié sous forme de scoring dit stratégique. On a utilisé 6 leviers, 6 notes relatives à 6 leviers de valeur. Et ça nous aura donné, dans un premier temps, un classement de ces 10 cas d'usage par rapport à ce potentiel business. Donc c'est le fameux classement dit idéaliste. Idéalement, voilà ce que j'attends de l'IA, ou voilà ce que l'IA va me permettre d'obtenir si je sélectionne ces cas d'usage PPM. Et puis ensuite, on a passé ce classement sur une deuxième moulinette qui s'appelle donc la faisabilité. Donc là, on a obtenu un scoring technico-opérationnel. En gros, OK, voilà mon vœu pieux, idéalement, voilà ce que je souhaite obtenir comme valeur côté business, côté métier. Maintenant, est-ce que, d'un point de vue, de la donnée, d'un point de vue de mes systèmes d'information, d'un point de vue des compétences également dont je dispose, est-ce que ce classement peut changer? Et on verra qu'on obtient un deuxième classement, qu'on appelle ici le classement réaliste, où finalement, les 10 cas d'usage, il y a une redistribution qui va se faire par rapport au premier classement. Et on opère une troisième moulinette, liée cette fois-ci à l'adoption. Donc là, on aborde plutôt le côté humain. Donc dans quelle mesure, éthiquement parlant, l'humain est sensible et capable d'adopter la technologie proposée, la fonctionnalité proposée, et aussi le degré de confiance qu'il va avoir dans les restitutions données. Et là, on obtient un troisième classement, une troisième itération de ces cas d'usage, qui sera un classement opérationnel, c'est-à-dire cette fois-ci, c'est à l'usage de l'humain qu'on va obtenir ce nouveau classement. Donc voilà un petit peu la démarche qu'on a adoptée dans cette configuration-là. Et vous verrez qu'il y a d'autres moulinettes qu'on aurait pu adopter, mais dans le cadre d'un webinaire, c'est un petit peu trop court pour opérer tout ça. Et encore une fois, ça dépend énormément des organisations et de leur volonté à aller dans telle ou telle direction. Alors ici, voilà, on retrouve les 10 cas d'usage que nous avons recensés. Donc, je les ai classés par 3 thèmes. Le thème du pilotage de l'aide à la décision, qui rentre tout à fait dans le scope PPM. Le thème de la gestion de l'humain et des ressources, entre guillemets, le staffing par exemple. Et le thème de la productivité et du support opérationnel. Et donc sur ces 3 thèmes, on retrouve cette dizaine donc de cas d'usage. Alors prédiction des risques, comment anticiper les dérives, comment rationaliser les coûts, anticiper les dépassements de coûts. L'allocation de ressources, comment proposer un staffing intelligent. Ça a été beaucoup demandé. On en reparlera, je pense que ça va être un peu le fil rouge d'ailleurs du cas, parmi les 10 cas d'usage, celui sur lequel je vais t'appuyer le plus. L'automatisation de rapport pour obtenir finalement des gains de productivité. L'aide à l'estimation, comment mieux chiffrer. Des chatbots, donc tout simplement de l'interrogation via une IHM pour faire en sorte de ne pas avoir à cliquer 10 fois pour obtenir une donnée, mais simplement à renseigner un prompt et faire que le chatbot restitue l'information. L'optimisation de portefeuille, donc avec le concept d'arbitrage et de priorisation stratégique, faire que l'IA apporte cette valeur-là. La thématique des scénarisations, donc les fameux what if. En gros, c'est voilà, j'ai besoin, à l'instant T, voici ma situation. Si je devais avoir une évolution contextuelle de cette situation, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est la simulation et les impacts en temps réel, que ce soit sur les plans de charge, sur mes budgets, sur mes orientations stratégiques, par exemple. Le 8e cas, c'est la détection d'anomalies. Donc là, on va plutôt s'appuyer sur l'IA pour vérifier que tout est aligné avec nos prérogatives, que ce soit réglementaires ou les règles de gestion interne. L'extraction d'actions type compte rendu. Et enfin, la santé de l'équipe. Donc très souvent, on peut aussi s'appuyer sur l'IA pour détecter là où on va avoir des goulots d'étranglement en termes de capacité. Et donc, on va essayer de veiller à ce que cette équipe en surcharge ne craque pas. Voilà les 10 cas proposés. Alors maintenant, si on passe ces 10 cas dans la première moulinette, qui est cette fameuse moulinette stratégique, avec cette vision business, cette vision de métier. Voilà les 6 critères d'évaluation qu'on a retenus.
En gros, voilà, la valeur liée à la productivité et à l'automatisation, la valeur liée à l'analytique et au prédictif, la valeur liée à l'aide à la prise de décision, la valeur liée à la gestion des ressources, optimisation de plan de charge par exemple, la valeur liée à l'expérience utilisateur, l'accessibilité, et la dernière valeur, c'est les gains qu'on pourrait avoir en termes de coût. Donc voilà les 6 critères qu'on a opérés pour évaluer ces 10 cas d'usage dans un premier temps. Et quand on opère ces 10 critères, alors je vais plutôt aller sur ce slide, voilà. Voilà le classement qui s'opère. Alors le scoring, hein, vous formalisez pas sur le scoring, je pourrais vous expliquer le détail en aparté. Voilà le classement qui ressort d'un point de vue pragmatique, hein. Donc on retrouve en top 1 le cas d'usage de l'allocation des ressources, c'est-à-dire comment l'IA pourrait optimiser le staffing de mes collaborateurs. Mécaniquement, c'est tout à fait faisable, hein, c'est des maths. Je vais avoir de la disponibilité, je vais avoir des demandes d'allocation, et puis des délais. Rejoue-moi, réorchestre-moi tout ça pour me proposer un plan de charge. Et le deuxième, ce sera le scénario des what if, les fameuses simulations. Qu'est-ce qui se passerait si, contextuellement, j'avais des évolutions dans ma roadmap, par exemple, ou dans mon portefeuille. La prédiction des risques, l'optimisation de portefeuille, l'aide à la décision. Donc voilà notre top 5. Et on voit tout en bas hein, la santé de l'équipe qui fait partie des critères business les moins notés, moins bien notés, au regard des 6 critères que j'ai évoqués précédemment. Donc je reviens un petit peu dessus. Voilà, les fameux 6 critères, productivité, automatisation, aide à la décision, expérience, analytique, gestion des ressources et optimisation des coûts. Donc là où c'est intéressant, c'est que quand on regarde un petit peu cette grille, hein, voilà, on a d'un côté tout ce qui est gadget ou risque de rejet, et de l'autre côté, voilà, ça rentre dans la cible stratégique et, ou bien dans le quick win. Et donc, allocation de ressources, scénario what if, prédiction des risques, optimisation de portefeuille, tout ça semble apporter beaucoup de valeur stratégiquement. Très curieux que la santé de l'équipe soit en dernier. On pourra en discuter. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de passer à la moulinette de la seconde matrice. Alors, la seconde matrice, c'est ce qu'on appelle donc la partie faisabilité, hein, c'est-à-dire est-ce que c'est réalisable? Et on s'est appuyé sur quelques critères d'évaluation qui sont la maturité technologique. Alors, quand on dit maturité technologique, ça touche ici à la stabilité des algorithmes, mais pas que. La qualité des données, fiabilité versus volatilité, hein, donc le fameux GIGO, et la capacité à s'intégrer, que ce soit des connecteurs au niveau des outils SI ou bien la capacité à traiter de l'API. Et sur cette base-là, donc là, on est complètement dans quelque chose de pseudo-technique, hein. On a rescoré et voilà ce qui se passe. On voit que mécaniquement, hein, par cette histoire de scoring, alors il faudra qu'on en discute, hein, mais j'ai pondéré cette matrice plus fort que le business. Ça, je vous expliquerai après pourquoi. Mais on voit ici que l'allocation des ressources qui était top 1 tombe en numéro 6. C'est-à-dire que oui, d'un point de vue business, d'un point de vue stratégique, ce serait super intéressant que les outils PPM proposent de l'allocation de ressources automatisée. Sauf que si on confronte ce sujet-là à la réalité opérationnelle, pas opérationnelle, pardon, à la réalité technique, à la faisabilité technique, que ce soit en termes de système d'information, de connecteurs et de qualité de données, on voit que ça chute. Ça chute de 5 places. Par contre, ce qui remonte, c'est l'automatisation des rapports. L'automatisation des rapports remonte à la première place, gagne lui 5 places. Hein. Ce qui ne bouge pas, c'est le scénario des what if. Donc on voit qu'on a une stabilité quand même sur ce besoin-là. Donc c'est intéressant de voir dans quelle mesure le scoring évolue et le classement de ces cas d'usage évolue avec passer cette deuxième moulinette. Alors voilà, on se rend compte du coup que on commence à avoir une vraie dissociation. Hein, j'ai rajouté ici l'axe faisabilité technique et opérationnelle. Une vraie dissociation sur mes cas d'usage. Hein. J'ai 5 cas d'usage où on se rend compte que techniquement, opérationnellement, ça reste réaliste en termes de gains. En tout cas, il y aura de la valeur en termes de gains.
Par contre, côté risque et rejet, risque de rejet ou gadget, on voit que certains cas d'usage basculent de ce côté-là. On va appliquer maintenant la troisième moulinette. Donc cette troisième moulinette, c'est comment l'humain peut accepter cette cette nouvelle technologie au sein du PPM. Alors on s'est basé sur 4 critères, hein. Le premier, c'est le bénéfice. En gros, est-ce que ça va m'arranger dans mon quotidien? Donc c'est le gain que chacun va y trouver à pouvoir exploiter cette nouvelle fonctionnalité. Le deuxième, c'est le sentiment de sécurité. Est-ce que je vais me sentir fliqué, pas fliqué? Dans quelle mesure ça vient empiéter sur mon espace intime finalement? Heu, donc ça fait partie des critères, hein. Vous pouvez avoir des rejets par rapport à ça. On le voit, sans même parler d'IA, le sujet des déclarations d'activité sur les outils PPM est en soi, un sujet de flicage, de ressenti de flicage et parfois un rejet, hein. Donc il n'y a pas besoin de l'IA pour se sentir, en insécurité. Le troisième point, c'est peut-être le plus intéressant je trouve, c'est, le niveau de confiance qu'on va avoir dans les restitutions faites par l'outil. Et ça, c'est assez important parce que, très souvent, et vous avez sans doute vous êtes déjà retrouvé dans la situation, vous-même pour des usages IA, hein. Vous lui faites un prompt, vous regardez la restitution et vous êtes très surpris du résultat et du coup, bah, vous allez challenger ce résultat. Vous allez essayer de comprendre pourquoi il vous dit ce qu'il vous a dit, d'où ça sort. Donc le niveau de confiance peut aussi, impacter cette évaluation et enfin l'ergonomie, donc en gros la facilité à l'utilisation, ou à l'accès. Donc pareil, on a remis un scoring à ce niveau-là et voilà le classement, final, on va dire, passé ces 3 moulinettes. Donc on voit qu'il y a une légère évolution par rapport au classement précédent, heu et notamment, le scénario du what if qui chute d'une place, hein. Donc on peut dire que celui-là, même s'il chute, légèrement, il reste quand même intéressant, hein. C'est-à-dire qu'entre le départ, où on était en mode business, alors il était classé, en 2e. Voilà, on voit que progressivement, il se stabilise, et il ne chute qu'à la 3e place. Par contre, on voit qu'il y a des sujets qui remontent, comme le chatbot PPM, comme la prédiction des risques. Voilà. L'allocation de ressources reste à la 6e place, à égalité avec l'aide à l'estimation. Donc voilà ce qui peut être intéressant de constater, hein, une fois qu'on a passé ces 3 moulinettes, entre le point de départ, business, stratégique, et puis, apport métier et le point d'arrivée où on rajoute la capacité technique opérationnelle, à traiter le sujet et l'acceptation humaine, et ben, il y a des chamboulements. Donc voilà, ici vous avez une matrice où on voit un peu mieux, qu'est-ce qui est de l'ordre du quick win, qu'est-ce qui est de l'ordre de la cible stratégique idéale, qu'est-ce qui est de l'ordre du gadget, alors là, il n'y a pas de gadgets qui ont été détectés, et qu'est-ce qui est de l'ordre du risque ou du rejet. Quelque part, on s'aperçoit, hein, que, les cas, 3, 5, 7 et 9 sont finalement peut-être les plus intéressants puisqu'à la fois ils répondent à des enjeux stratégiques et en même temps ils semblent, heu, rapides à mettre en œuvre. Donc voilà une manière de pouvoir analyser finalement, quels apports on peut avoir, sur le plan, IA PPM, sans forcément rester campé sur la position d'un point de vue business, voilà ce que ça pourrait, m'apporter. Puisque ça ne suffira pas. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir ce classement business, ce classement, heu, stratégique, mais investir dessus, hein, et au final vous vous retrouvez avec quelque chose qui est soit inutilisable, soit inutilisé. Donc là, on a cherché à évaluer, différemment, les cas d'usage, en tout cas les fonctionnalités possibles de l'IA dans le PPM, pour faire ressortir ceux qui sembleraient, les plus pertinents et les plus rapides à mettre en œuvre pour apporter de la valeur. Alors, en soi, cette évaluation, elle reste, subjective. Ce que je veux dire par là, c'est que, le scoring, il n'y a pas de scoring universel. On va pas se mentir. Donc il y a un parti pris quand même qui a été,
décidé. Et ce parti pris, il va dépendre soit de l'expérience de chacun, donc en l'occurrence ici c'est la mienne, mais de toute manière, au sein de chaque organisation, le scoring sera différent. Pour la simple et bonne raison que chaque organisation n'appartient qu'à elle-même, que ce soit en termes d'organisation, que ce soit en termes de culture, que ce soit en termes d'expérience, que ce soit en termes de compétences. Donc si vous voulez, les grilles d'évaluation restent valables. Par contre, c'est au niveau du scoring et de la pondération qu'il y aura sans doute des ajustements à opérer pour que ce soit adapté à chacun. En revanche, ce qu'on a omis volontairement, puisque sinon on ne s'en sortirait pas dans le cadre d'un webinaire, ce sont d'autres critères d'évaluation qu'on appelle ici les angles morts. C'est-à-dire que l'analyse qui a été faite précédemment, celle qui fait ressortir ces 4 scénarios quick win stratégiques, pourrait mériter en tout cas d'être rejouée à travers d'autres moulinettes. Et ces fameuses autres moulinettes, donc ces fameux angles morts, on en a identifié 6 pour l'instant, qu'on a estampillés sous les libellés sécurité et légalité. Aujourd'hui, on a la thématique de l'étanchéité des données. Les moteurs LLM des IA n'appartiennent pas directement aux organisations qui les exploitent. Donc ça reste des fournisseurs. Donc il est intéressant de savoir dans quelle mesure ces fournisseurs protègent vos informations. Et on a aussi, on n'est pas sans savoir que l'Europe s'est portée comme étant le porte-drapeau du juridique, on va dire ça comme ça, côté IA. Donc est-ce qu'on va être en conformité demain avec l'IA Act? Ça peut faire partie des critères discriminants par rapport au classement qu'on vient de faire. Le deuxième angle mort, c'est l'équation financière. Là, on n'a pas trop pris en compte les notions de coût, ce qui mériterait d'être posé. Alors, on est plutôt assez bon pour évaluer, aujourd'hui en tout cas, le coût de build, le coût de développement, de mise en œuvre. Par contre, le coût de maintenance, pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de retours d'expérience et c'est assez délicat de mesurer. Mais malheureusement, c'est un critère à prendre en compte. Je ne sais pas si vous êtes au fait de comment se facturent les modèles IA, les LLM. Alors premièrement, il n'y a aucun outil éditeur PPM aujourd'hui qui dispose de sa propre intelligence artificielle, de son propre LLM. Peut-être que ça arrivera un jour, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Tous les outils PPM qui vous parlent d'IA ne proposent en fait que des connecteurs. Et ces connecteurs, vous devrez, pour pouvoir les connecter à une IA, contracter avec un fournisseur LLM. Un fournisseur LLM, donc on va retrouver les gros, comme Google avec Gemini, comme ChatGPT, enfin OpenAI avec ChatGPT, et comme Microsoft Azure avec, là encore, ChatGPT. Ce qui est un peu une particularité. Alors, contrairement à ce qu'on croit, Microsoft propose Copilot, mais ce n'est pas un LLM, c'est un service IA au sein de MS365. Ou bien exploitable à travers votre navigateur. Mais Copilot, en fait, c'est ChatGPT derrière. Donc, il va falloir contracter avec un organisme LLM. Donc, en France, vous en avez maintenant, avec le chat. Et puis ensuite, il faut regarder les conditions de facturation. Donc, tout ce qui est facturation côté IA, l'unité de mesure, c'est ce qu'on appelle le token. Donc, côté, quand vous avez un contrat d'électricité, c'est les watts. Quand vous allez faire le plein, c'est le litre d'essence. Bon, pour les moteurs IA, LLM, c'est le token. Et le token, en fait, c'est grosso modo, je vais schématiser, mais c'est le volume de mots qui vont être produits par les IA. Donc, c'est les restitutions en termes de volume de données, de volume de mots. Donc, plus ça vous crache de l'information, plus ça coûte cher. Voilà. Après, il faut relativiser. On parle de millions de tokens pour l'équivalent de 1 euro ou 10 euros. Mais c'est intéressant aussi de connaître le mode de fonctionnement de la valorisation et de la tarification qui est faite derrière les IA. Le troisième angle mort, c'est la maturité organisationnelle. Là, c'est tellement propre à chaque organisation que c'est difficile du coup d'appliquer une matrice universelle.
Mais en revanche, ce sera toujours intéressant de rajouter cette couche-là d'évaluation pour savoir si ce qu'on met en place est en adéquation avec la culture d'entreprise et avec la taille de l'organisation. Ça peut faire partie de critères discriminants. Le troisième point, c'est le réalisme opérationnel. Alors, réalisme à la fois sous forme de compétences. Est-ce qu'on dispose des bonnes compétences, de la bonne expertise selon les thématiques qu'on souhaite adopter et aussi le délai de mise en œuvre. Voilà. Est-ce que, comment dire, on estime qu'on va y passer 1 an, 5 ans ou 3 mois. Donc tout ça fait que quelque part, il faudrait rajouter en fait cette couche-là pour pouvoir opérer un nouveau critère d'évaluation éventuellement. Alors les deux derniers sujets, on va dire qu'ils sont un petit peu aujourd'hui minorés, mais on a l'impact écologique. Voilà. Combien consomme l'IA? Dans quelle mesure l'impact écologique fait que les IA seront pérennes dans le temps? Éthiquement parlant, est-ce qu'on est en adéquation avec la politique de l'entreprise? Ça peut aussi être un critère discriminant. Et le dernier critère, c'est la souveraineté et le thème RGPD. Hein, donc ça, on n'est plus... Enfin, vous ne pouvez plus ignorer ce sujet aujourd'hui, hein, on y est même contraint, nous, à titre personnel dans nos vies de tous les jours. Mais la souveraineté reste un sujet. Hein. Tout est hébergé souvent en cloud, donc où sont mes données? Hein. Donc voilà le type aussi de pondération, ou en tout cas de tri qu'on peut rajouter pour venir évaluer ce classement des cas d'usage PPM. Alors du coup, quand on raisonne sur le principe du est-ce que l'IA est un levier ou un mythe? Il n'y a pas de réponse à proprement parler ferme à apporter. La seule chose dont on peut être certain, c'est que l'IA aujourd'hui ne remplacera pas ce que j'appelle moi l'impréparation des organisations. C'est pas quelque chose qui va venir compenser. Hein. L'IA ne fait pas plus que l'humain d'une certaine manière. Il va chercher à exploiter de la donnée. C'est juste qu'il va plus vite pour le faire. Il est plus rapide. Hein. C'est là où il y a un vrai gain. Il est plus rapide dans tous les sens du terme. Mais si les données ne sont pas présentes, si l'organisation n'a pas fait le tri, que ce soit l'humain ou l'IA, ça ne changera pas la problématique. Donc premièrement, il va falloir donner priorité à la qualité de l'information qu'on souhaite faire exploiter par les IA. Hein, donc qualité et complétude, hein, ça va avec. Donc idéalement, on va vous conseiller d'assainir les processus pour assainir les données avant d'appliquer les algorithmes IA. Sinon, on va mettre la charrue avant les bœufs et tout ce que vous allez pouvoir collecter comme un résultat, soit sera plus ou moins erroné, et puis surtout, vous allez perdre confiance. On va perdre confiance dans le résultat. Le deuxième point, c'est viser l'acceptation. Si vous voulez finalement avoir de la valeur à court terme côté features PPM associées à l'IA, eh bien, commençons par les quick wins. Avantage en commençant par les quick wins, c'est que on va rapidement obtenir une feature avec théoriquement de la valeur derrière, et puis surtout ça permet de se roder. C'est comme si demain vous envisagiez d'acheter une maison à retaper, que vous-même vous n'êtes pas expert dans le bâtiment. Hein, vous avez tous vu ça, je pense, sur les réseaux sociaux, hein, des gens qui s'amusent à faire ça. On voit bien qu'il y a une différence entre ceux qui ont déjà eu l'occasion de retaper des meubles, des pièces, etc. dans leur parcours. Donc eux connaissent déjà certains biais et vont plus vite que ceux qui se lancent sans avoir jamais retapé quoi que ce soit. Donc là, c'est un peu le même esprit. Si on veut viser l'acceptation, allons sur ce qui semble rapide à faire, relativement simple, et profitons-en pour capitaliser. Hein. On va se roder, donc on va capitaliser et on pourra se lancer à l'avenir sur quelque chose de plus robuste, de plus dense, voire de plus long à produire, mais avec sans doute plus de valeur aussi. L'objectif étant quand même de rassurer. Et puis le troisième point, c'est qu'on va chercher à piloter par la valeur. Alors oui, c'est rapide à mettre en place, mais est-ce que ça apporte vraiment de la valeur? Hein? Donc il va falloir aussi comparer ce qu'on va obtenir grâce à la fonctionnalité avec ce que l'entreprise va en tirer. Hein. Donc la maturité réelle
va devoir être audité pour savoir si on est vraiment en capacité de faire quelque chose de ce qui va ressortir de cette feature. Donc c'est pour ça que quand on parle souvent quand on regarde le classement, voilà, rapport automatique, pardon. Bah oui, la valeur forcément on va en avoir puisque, a priori, les rapports qu'on va émettre, sont, des rapports de type analytique ou pour de l'aide à de la prise de décision à l'arbitrage. Donc ce sera toujours, de la valeur à apporter, avec des gains derrière puisqu'on va, automatiser tout ça, donc des gains de productivité et on va décharger certaines ressources, de cette charge-là de production, hein, de manière à ce qu'elle puisse se mobiliser sur, bah, des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc la conclusion de cette notion-là est de dire que, ben, l'IA existe, oui. L'IA est une technologie, qui a vocation, à produire énormément de choses de manière très rapide. Par contre, ça ne reste qu'un copilote au service de l'expertise humaine. Et on le voit bien, hein, aujourd'hui, c'est les prompts, qu'on fait qui guident finalement la performance, de ce que l'IA va produire. Si vous n'avez pas eu l'occasion de vous y essayer, mais je pense que pour la plupart ça a été le cas, heu, que vous essayez de produire un texte, ou une photo, ou une image pardon, c'est assez le cas pour les images. Vous voyez très vite la différence entre, un prompt de 2 lignes pour décrire l'image qu'on souhaite obtenir et un prompt de, 20 lignes, où là, le contenu de l'image qu'on va obtenir sera sans doute beaucoup plus proche de ce qu'on avait en tête. Donc encore une fois, c'est nous qui sommes aux commandes, l'IA, vient nous compléter en termes de copilote. Il ne fera pas forcément à la place de. Il va nous aider à aller beaucoup plus vite, mais c'est nous qui sommes le conducteur. Alors il y a un point oublié de pardon, je disais, ça serait dommage de faire la même erreur que ce qu'on fait aujourd'hui avec, la démarche, agile, c'est-à-dire, de galvauder le terme, ou de biaiser la compréhension qu'il y a derrière le terme anglophone. Je m'explique. Quand on parle d'agile, en français, on a tendance à reproduire la traduction agile. Qui dit agile dit souplesse, hein, souplesse, flexibilité. L'agile au sens, anglophone du terme, il n'a pas forcément vocation à représenter cette notion de souplesse et flexibilité au sens français où nous on l'interprète. L'objectif de l'agile en anglais, c'est de dire: «On accepte de changer de direction, mais on reste en équilibre». On rebat pas les cartes en fait, hein. On va juste chercher à rester performant tout en acceptant, qu'avant on nous demandait de produire du rouge, là on va produire du bleu. Voilà, mais on va pas nous demander d'aller, travailler sur un autre outil, pour, produire quelque chose qui soit rond, à la place de carré. On reste dans le domaine de la couleur. L'intelligence artificielle, c'est le même biais cognitif côté linguistique, hein. En anglais, on de artificial intelligence, en anglais artificielle. Quand on regarde de plus près, artificial intelligence, le terme intelligence n'a rien à voir avec l'intelligence au sens français qu'on en fait. Il y a, à aucun moment le terme anglophone ne se traduit par raisonnement. Donc la du terme CIA, qui serait donc le même que pour artificial intelligence, ne concerne que la notion de renseignement et problème. En français, on a tendance à traduire ça mot à mot, hein, intelligence artificielle, en estimant finalement que l'IA raisonne. C'est pas complètement vrai. Elle n'est pas dans un raisonnement optimal. Ça reste nous finalement qui sommes la clé du raisonnement et c'est la donnée également qui va aider l'IA à raisonner. Alors pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des perspectives très intéressantes dans l'IA au sein du PPN. Ça, c'est indéniable. En plus, ce serait dommage de ne pas surfer sur la dynamique. Mais il y a quand même des points, des cases à cocher. Voilà. La première, c'est il faut bâtir la confiance. Et pour ça, l'idéal, c'est quand même de démarrer par des quick wins, de manière à démontrer la valeur immédiate aux équipes sur à dimension
réaliste. Et aussi, ça permet de faire ça permet à tout le monde de se roder, que ce soit vos équipes SI, que ce soit les métiers, que ce soit en termes de juridique, en termes ou même de compréhension de ce qu'il y a derrière le sujet de l'IA. Bref, c'est l'occasion en fait de bâtir quelque chose de robuste rapidement, sans aller sur des sujets trop complexes. Le deuxième point, il va falloir travailler sur ce qu'on appelle l'excellence data. C'est impératif de poser le chantier de l'assainissement des données ou des processus, et également de la complétude des données. Ça, si vous ne disposez pas de ce chantier-là, ou si vos données aujourd'hui méritent quand même d'être retraitées ménage, on parle beaucoup d'archivage, mais on parle rarement de la qualité de ce qu'on archive. Là, vous risquez de prendre des vrais risques sur la qualité de restitution de ce qui sera fait par les IA. Donc, si les données sont erronées ou plus actualisées, c'est un risque. Si les données sont incomplètes, c'est un risque. Et le troisième pan, c'est de sensibiliser autant que possible pour faire que l'humain garde la main sur l'IA. Encore une fois, l'IA n'est que le copilote, n'est que l'assistant, et c'est quand même l'humain qui conserve les commandes et qui dicte là où on souhaite que l'IA aille. Le vrai intérêt de l'IA, c'est avant tout de proposer une restitution rapide, accélérée, et une analyse rapide et accélérée par rapport à ce que l'humain peut faire. Mais en revanche, il n'y a que l'humain qui va pouvoir lui dire où aller. Ça ne changera pas. Voilà. J'en ai terminé du coup pour ce webinaire. Je pensais que j'allais prendre plus de temps, mais finalement c'était un peu plus rapide que prévu. Ce qu'il faut également savoir, c'est que donc nous Coprim, aujourd'hui, on travaille sur cette évaluation en fait de features à travers des démarches comme on vient de vous les présenter, en essayant de challenger la première perception des apports liés aux bénéfices de l'IA, qui est souvent celle de la perception idéalisée par la stratégie, par le business, en venant confronter à d'autres critères. Donc faisabilité, adoption et tout ce qu'il y avait dans les angles morts, donc la partie sécuritaire, la partie, je n'ai plus tous en tête. Et donc pour ça, aujourd'hui, voilà, on a vraiment ciblé les cas d'usage vers lesquels vous souhaiteriez aller pour appliquer de l'IA au sein de vos organisations, au sein de vos structures, toujours bien évidemment dans le cadre du PPM. Donc n'hésitez pas à venir vers nous pour discuter de tout ça. Et si vous souhaitez également échanger sur la notion de pondération et de critères d'évaluation, bien évidemment, on sera ravis de pouvoir échanger avec vous. Tout est challengeable sans aucun problème. Donc n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous avez des questions. On peut profiter d'ailleurs pour voir s'il y a des questions. Alors attendez, il faut que je regarde si je vois des questions apparaître. Or, je ne vois rien. Ah voilà. Ah, apparemment, vous ne m'entendiez pas bien. Eh bien, j'en suis navré. Donc, j'espère que on va pouvoir que je vais pouvoir retranscrire tout ça. Tout est enregistré. Alors, si vous avez des questions, je serai. Ah, j'ai vu qu'il y avait le Q&A. Donc, je vais regarder le Q&A. Bon, malheureusement, je vois rien dans le Q&A. C'est très bizarre. Alors, je suis navré, du coup, j'arrive pas à ouvrir la partie questions-réponses. Ah, donc je viens de voir une question, voilà. Quel est le niveau d'application possible en multi-projet? Alors là, il faudra qu'on précise un peu plus le besoin derrière cette question.
Est-ce qu'il y a une thématique particulière dans le cadre du multiprojet que vous souhaiteriez adresser? Parce que ça pourrait être de la gestion de portefeuille, ça pourrait être plein de terminologies. Ah oui, pardon, il y avait la nuance aussi. Alors, je rebondis aussi sur le point de l'intelligence artificielle en anglais, hein. Je répète, la notion de intelligence au sens anglais n'est pas la même que celle au sens français, hein. Quand vous êtes en intelligence en anglais, c'est comme dans le terme CIA, Central Intelligence Agency. On est sur la traduction liée à de la collecte d'informations, du renseignement, pas du tout au sens raisonnement qu'on fait derrière le terme intelligence français. Alors, l'optimisation des ressources et des priorités pour des équipes partagées. Oui, de toute manière, algorithmiquement parlant, puisque ça reste des maths, les IA sont capables à la fois de se concentrer sur du monoprojet ou du multiprojet, c'est-à-dire de couvrir un périmètre plus ou moins large selon ce que vous lui définissez. Donc de toute manière, c'est tout à fait réalisable pour peu que aujourd'hui les éditeurs proposent des features sur ce sujet. Ça serait développable si jamais les éditeurs ne pouvaient pas le faire eux-mêmes. En revanche, c'est toujours la même histoire. Il va falloir quand même que les données soient présentes de manière exhaustive. Alors, l'intégration de l'outil PPM à un portefeuille projet en route n'est-il pas un projet en lui-même? Si. Oui, tout à fait. Alors, par l'effort d'intégration technique, l'effort de mise en œuvre, la récupération de données, bah, tout ça, ça reste à évaluer. C'est très, très variable selon les organisations, hein. Encore une fois, vous avez des organisations pour lesquelles la gestion de projet consiste à avoir des plannings avec 5 tâches, hein, pour la faire courte, et vous avez des organisations où au contraire, vous avez des plannings avec plus d'une cinquantaine de tâches par projet. Donc déjà, ça change la donne. Idem pour l'identification des risques, idem pour tous les critères qui permettent d'estampiller un projet pour le définir. Ça peut aller de 5 critères à 20 ou 30 critères. Donc, il y a vraiment besoin de faire une évaluation en fonction du contexte. Alors, les outils PPM du marché sont-elles en mesure de rendre les résultats graphiquement dans leur propre interface ou le résultat est fait dans l'IA choisie? Alors, c'est pas aussi simple que ça. En fait, encore une fois, il n'y a aucun outil, que ce soit PPM ou autre, hein, vous pouvez prendre n'importe quel autre ERP, il n'y en a aucun qui ne dispose d'une IA intégrée, hein. Ça, quand on vous vend le truc, on vous montre l'exploitation de l'IA, mais on ne vous montre pas ce qu'il y a derrière. Ce ne sont que des connecteurs. Et ces connecteurs, en fait, ne vont pouvoir comment dire, utiliser l'IA que par rapport aux fonctionnalités proposées par vos outils. Donc si par exemple votre outil PPM dispose d'un module de reporting, vous pourriez avoir des graphiques, par exemple. Donc si demain vous avez ServiceNow et que ServiceNow dispose d'un module de reporting, on peut envisager d'avoir des restitutions graphiques. Si en revanche ServiceNow n'a pas de module de reporting qui permet de créer du graphisme, bah, il faudra sans doute passer par un outil de BI, hein, comme Power BI, comme Tableau, par exemple. Voilà. Mais ce qui est très important à retenir, hein, là je sors un peu de la notion de mythe ou réalité, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas d'outil du marché où l'IA soit du plug and play, hein. Il y aura toujours aujourd'hui besoin de configurer les connexions sur des LLM, entre les outils et les LLM, et il y aura aussi besoin de faire du mapping pour que les moteurs LLM comprennent le contenu des outils. Et ça, c'est de la charge de paramétrage ou d'administration, voire de développement à proposer, à produire. Pour bâtir la confiance dans les restitutions des LLM, les LLM doivent pouvoir fournir des analyses reproductibles. C'est peut-être la limite actuelle des LLM. Est-ce que des systèmes entraînés alors, c'est probable. Aujourd'hui, vous avez effectivement alors c'est pas du machine learning, c'est du RAG.
donc l'équivalent de l'apprentissage, mais cette fois-ci plus en mode expert, en mode expertise, en mode métier. Donc on peut très bien avoir de l'entraînement. Le problème de l'entraînement, auquel ont été confrontés les gros du marché, hein, c'est le volume de données et le temps que ça prend. Donc si vous voulez avoir un entraînement d'un LLM pour votre environnement, bah, il va falloir disposer d'un volume de données conséquent et il va falloir aussi prendre le temps de l'entraîner. Ça se fait pas comme ça. Et donc pour compenser cette difficulté à avoir du volume de données important et le temps pour apprendre, ce qui est proposé par les outils, c'est de connecter les LLM et de paramétrer en fait les bases, l'architecture de la donnée, les modèles de données des systèmes avec les LLM. Donc en fait, on va simplement dire, je vous cite un exemple, hein, pour faire une restitution de type météo sur un projet, eh bien, vous allez connecter votre outil PPM à ChatGPT, par exemple. Et ensuite, vous allez aussi devoir dire au sein de votre système, de votre outil PPM, Monsieur ChatGPT comprend que sur ma restitution météo, j'ai besoin que tu me sortes le nom du projet. Donc, il va falloir configurer à la restitution météo qu'on a besoin du champ projet, nom du projet, qu'on va avoir besoin de tel ou tel ou tel champ. Il va falloir vraiment faire du mapping derrière. Ça, c'est pour compenser l'apprentissage, mais effectivement, on pourrait très bien entraîner des LLM dans nos propres écosystèmes, mais pour le coup, c'est cher et il faut un volume de données vraiment conséquent. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, on parle beaucoup d'IA pour optimiser le pilotage des projets, mais est-ce qu'on pourrait envisager un rôle plus inconfortable de l'IA, celui de challenger activement les décisions humaines, voire de recommander l'arrêt des projets? Et surtout, est-ce que les organisations seraient prêtes culturellement? Alors, bien évidemment, l'IA est tout à fait capable de challenger. Donc, il n'y aurait aucun problème à le faire. Si ce n'est que il faudra lui définir qu'est-ce que veut dire challenger. Voilà. C'est toujours pareil, hein, il faut bien, derrière les termes qu'on emploie, comprendre que l'IA, elle va avoir besoin d'une définition assez stricte, hein, pour être en capacité d'apporter l'analyse qui va bien. Sinon, c'est comme l'humain. Je raconte souvent cette anecdote, mais quand je vais voir 10 chefs de projet pour leur demander de m'expliquer qu'est-ce qui pour eux est un budget, hein, donc le terme budget qui est aujourd'hui un peu basique, j'ai 10 définitions différentes, à peu de choses près. Mais il y a suffisamment de différences pour faire qu'à un moment donné, quand on compile les budgets selon ces 10 définitions, j'ai des gros écarts. Là, c'est pareil, il va falloir bien définir ce qu'on veut dire par challenger. Et donc ça aussi, c'est de l'apprentissage. Et culturellement parlant, est-ce que les organisations sont prêtes à l'accepter? C'est toujours pareil. Je pense que dans un premier temps, il y aurait besoin les organisations auront besoin de comprendre l'analyse de l'IA. Donc on va perdre du temps à comprendre comment l'IA a raisonné. Et une fois qu'elle aura fait ses preuves, là, on va gagner du temps. Par expérience, l'IA devient intéressante à partir de combien de projets de demande? Alors, je ne peux pas répondre à cette question pour la simple et bonne raison que je n'ai encore jamais vu d'IA exploité opérationnellement chez aucun client. Dans le PPM, hein, j'entends. Voilà. Donc, il faut être conscient qu'on est quand même dans des prémices. Donc, le retour d'expérience, dites-vous bien qu'aujourd'hui, vous allez faire partie des cobayes si vous vous lancez dedans. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il y a un risque, hein, ça veut simplement dire que pas le retour d'expérience significatif pour prendre des décisions de vie. Voilà. En revanche, moi, si je devais vous donner une opinion, hein, il n'y a pas de volumétrie pertinente pour dire que l'IA sera plus ou moins intéressante. Tout dépend ce que vous voulez en faire, hein. Voilà, il nous reste 5 minutes théoriquement, donc s'il y a encore quelques questions, je peux encore en prendre une ou deux, mais autrement je vais vous abandonner. En tout cas, j'étais ravi de partager tout ça avec vous. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur la démarche, hein.
Ah, une dernière question. Allez. L'IA challenge rarement, elle confirme poliment. Alors oui, ça c'est l'IA que vous avez quand vous regardez Gemini par exemple, mais vous pouvez lui dire, hein, lui donner la consigne de vous challenger. Voilà. Et les enregistrements, bah, ils seront mis à disposition, donc ce sera communiqué, mis à disposition sur le site Coprime et on a également une chaîne Coprime sur YouTube. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. J'espère avoir l'occasion bah, de pouvoir échanger avec vous prochainement, si c'est envisageable, hein, bien évidemment, et afin de partager voilà, ces retours d'expérience et puis cette analyse aussi, cette démarche sur laquelle on estime qu'il y a une vraie valeur. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, un bon appétit et sans doute à une prochaine fois. Bonne journée. Au revoir.